Heureux de vous retrouver. 11e rendez-vous déjà. Vos remarques, vos petits mots me font chaud au cœur et me donnent envie de continuer à vous raconter des tas de choses et peut-être à vous être utile. Alors, je vous ai lâché la dernière fois, nous étions sur le magnétophone sensoriel, le moment où vous alliez vous baigner dans cette plage exceptionnelle de Belle-Île qui s'appelle Donnan, mais je vous ai lâché au bon moment parce que après vous alliez rentrer dans l'eau froide et puis quand l'eau arrive au nombril, hein, voilà, ça fait un drôle d'effet. Cette mémoire sensorielle, en fait, c'est dans la même lignée que la Madeleine de Proust. Hein. La Madeleine, là, c'était la mémoire gustative. Rappelez-vous, cette Madeleine qui tout d'un coup rappelle tellement de choses, mais même chose, il y a des odeurs. Oh, c'est l'odeur, c'est extraordinaire. Faites l'exercice. Ça, je peux pas le faire pour vous de vous remémorer, par exemple, le logement des grands-parents ou le logement de votre enfance. Généralement, vous avez vu que les personnes qui ont Alzheimer, hélas, perdent toute la mémoire récente. Mais souvent, tout le passé est encore là, parce que tout ce qu'on a emmagasiné dans notre jeune âge est beaucoup plus présent. Donc, imaginez, je sais pas, là, le logement des vacances où quand vous allez voir vos grands-parents. Les grands-parents ont une part très importante souvent dans l'enfance. Et je sais pas comment était cette maison ou cet appartement, la couleur de la porte, votre chambre, si vous dormiez là-bas, les odeurs, est-ce qu'il y avait un escalier, quel bruit il faisait lorsqu'on montait, qu'est-ce qu'il y avait sur les murs, tout est là. Mais vous n'êtes jamais allé fouiller dans votre mal au trésor, si je puis dire. Essayez de faire l'effort de la couleur, tiens, dans ce tiroir, qu'est-ce qu'il y avait? Ah mais oui, il y avait ça, et dans les jouets, quels étaient mes jouets favoris, mes lumières, qu'est-ce qui me faisait peur, qu'est-ce qui me faisait... Tout est là. Donc, à la limite, ça vous servira plus tard. Hein, c'est un peu comme le terreau sur lequel on travaille. Hein, c'est comme on fait des exercices aussi beaucoup sur, par exemple, là, si je vous demande, vous avez une tasse de café sous les narines. Vous sentez le café? Sentez cette odeur de café? Maintenant, je vous mets dans la main un jus d'orange pressé, par exemple. Vous sentez cette odeur de jus d'orange? Voilà, faites des exercices comme ça va vous donner vraiment une, je dirais, une manière, ça va débloquer d'ici jusqu'à la plante des pieds votre instrument. Toute petite anecdote, on parlait l'autre jour de ce magnétophone sensoriel et de cette synchronicité de l'émotion, comment pleurer sur scène. Maintenant j'y arrive. Je me souviens de mes débuts de pleureur, si je puis dire. Je pleure rarement parce que les rôles le permettent rarement, et puis il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. Il y a des gens qui vous pleurent comme ça, je dirais pour des raisons, voilà, c'est presque trop impudique, il faut que ce soit vraiment justifié. Je jouais La soif et la faim de Ionesco, mis en scène par un ami très cher, Robert Ben-Simon, et j'étais encore élève au centre. Je jouais cet extrait avec un comédien fabuleux qui a fait une très belle carrière après, Daniel Martin, qui faisait mon gardien de prison. J'étais un homme enfermé qui était persuadé que la femme qu'il aimait allait finir par le rejoindre et le libérer. Et il s'apercevait à la fin de ce monologue, qui durait 20-25 minutes quand même, qu'elle viendrait pas. Et donc il terminait désespéré. À l'époque, je jouais ça, et juste après, j'étais jeune, j'avais pas 21, 22 ans, et après je filais au cabaret faire mon numéro de chansonnier. Donc deux styles complètement différents. Premier soir, en fait, on avait joué que 2 ou 3 fois le Ionesco, cette soif et la faim. Et en plus, la dernière représentation était devant Eugène Ionesco lui-même. Vous vous rendez compte? Quel bonheur, mais quel trac et quelle excitation. Donc, premier soir, je termine mon monologue, voilà, après je file au cabaret, et 5 minutes avant notre cabaret, vers la place de l'Étoile, alors que ça faisait déjà 20 minutes que je roulais, j'éclate en sanglots. En fait, l'émotion de ce que j'avais vécu sur scène a fini par me rejoindre avec 20 minutes de retard. Qu'est-ce que je fais le lendemain? Je me mets en condition psychologique 20 minutes plus tôt que je ne l'avais fait la veille. Et en plus, Ionesco était dans la salle. Et là, mais alors, on aurait dit je sais pas, une horlogerie suisse, mais au pile poil à la phrase où je disais ma femme, mon amour, et là, pouf, larmes, mais vraiment, je n'arrivais plus à les arrêter, mais c'était vraiment l'émotion qui me submergeait. Je n'avais pas fait exprès, j'avais coïncidé à la seconde près. Alors, pour la petite histoire, c'est que, bien sûr, quand vous arrivez à emmener avec vous, emporter, pardon, une salle entière dans l'émotion, vous entendez les gens qui se mouchent, le bruit des mouchoirs, voilà, et en même temps, au fond de vous-même, enfin, je devrais pas le dire,
mais une envie de rigoler, de dire c'est pas possible, ça marche, c'est génial, mais j'ai réussi à émotionner, si je puis dire, toute cette salle, à émouvoir, et après d'avoir les félicitations de Eugène Ionesco, voilà une jolie soirée. Donc vraiment c'était une question de timing. Voilà, synchroniser au bon moment, et puis après, avec le métier, en prenant, vous arrivez, poum, d'appuyer au bon moment. Et bien, puisque nous parlions des larmes, je vais regarder parce que je ne veux pas dépasser, on va passer justement à l'inverse. On va passer ça va être à vous de travailler. Bon, fermez la porte si vous êtes tranquille pour pas qu'on vous prenne pour un fou, une folle. La rirothérapie, j'en avais fait un sketch il y a 30-35 ans. J'étais un des tout premiers, je veux dire, à avoir amené ça. Je dirais sur notre territoire, parce que j'avais vu que ça se faisait au Japon, que ça se faisait aux États-Unis, et après c'est devenu, allez, 5-10 ans après, ça a commencé à, je dirais, être connu en France. C'est quoi la rirothérapie? C'est la meilleure des thérapies, si je puis dire, naturelles. C'est mieux que tous les compléments alimentaires. C'est une sorte de vitamine C intérieure. On sait qu'en 1920-1930, tout le monde riait au moins 20 à 30 minutes par jour. Et maintenant, 2020-21, encore aujourd'hui, alors là, je pense qu'avec ce que nous vivons actuellement, la moyenne a dû tomber, mais on disait qu'on ne riait plus que 3 ou 4 minutes par jour. Un vrai rire. Voilà. Donc, pour combattre ça, parce que le rire, c'est la santé, on le sait, le rire, qu'il soit réel ou qu'il soit chimique, entre guillemets, ou déclenché mécaniquement, ça libère des endorphines. Endorphines, il y a le mot orphine, morphine, qui est un calmant naturel. C'est pour ça que j'ai fait partie aussi d'amuseurs qui allaient dans les hôpitaux pour les enfants malades. Vous savez, les fameux, il y a eu des nez rouges, des clowns. Je trouve que c'est merveilleux de pouvoir essayer de distraire ces enfants qui sont vraiment dans la souffrance et en même temps dans une espèce d'attente. C'est enfin très émouvant. Et donc, là, on va faire un exercice. Vous pourrez le vérifier sur vous-même. Allez, tiens, si cette nuit, en vous levant, vous cognez le doigt de pied contre, je sais pas, contre le pied de votre lit, vous vous cognez contre un mur, contre un arbre, ça m'est arrivé combien de fois? Puis maintenant, avec les SMS, les gens qui continuent à écrire, combien de fois vous allez vous cogner contre un réverbère, je sais pas, vous pincez le doigt dans une charnière de porte, et ben, on doit faire, riez. Riez jaune, riez bleu, riez blanc, on fout de la couleur, mais riez mécaniquement. Alors comment on fait? Voilà. Eh ben on prend une première voyelle, le A, c'est une question de respiration. Voilà, on inspire, on gonfle ses poumons et on va expirer le A d'abord lentement, et plus ça va aller, plus on va accélérer le rythme, à la limite comme les anciennes locomotives lorsqu'elles se mettaient en route. Enfin, le A, allez, faites-le. Maintenant, on va accélérer ce A. Voilà. Mais devenez rouge, ça vous donne chaud. C'est génial, ça prouve que ça marche. Et puis vous enchaînez, parce que peut-être qu'il y en a marre des A, vous faites avec le E. Et le I. Et le O. Voilà, et après vous faire toutes les voix. Voilà, on peut vous prendre pour un fou, pour une folle, c'est pas grave. Vous faites du bien. Voilà, et alors justement, je disais que, ah oui, mon téléphone, il est là, je me filme avec, mais sinon, dans la rue, vous avez un coup de stress, une voiture arrive, elle vous asperge, vous étiez un beau costume, une flaque d'eau. Le premier réflexe, c'est de faire, riez. Et pour pas qu'on vous emmène, j'irai dans un hôpital psychiatrique, prenez votre téléphone, et avec votre téléphone, vous faites comme si quelqu'un vous racontait une bonne blague. Et ça passe complètement inaperçu. Allez, un quart d'heure de rire avant demain, rendez-vous au 12e rendez-vous. Je me suis répété, mais je referai pas la séquence que pour ça.